défendre Madame Obono. Oui, alors il s'agit d'un amendement pour que soit mis en place dans les académies d'outre-mer un plan de rénovation des bâtiments dédiés à l'enseignement public en situation d'insalubrité, inadapté au climat et au nombre d'élèves dans les établissements situés dans ces départements. En effet, dans son rapport du 6 juillet 2017 portant sur l'effectivité du droit à l'éducation en Outre-mer, la Commission nationale consultative des droits de l'homme parle, je cite, d'infrastructures scolaires insuffisantes, souvent délabrées et mal réparties. La CNCDH signale qu'en absence d'une politique de rattrapage d'envergure, l'inadéquation entre les possibilités d'accueil et le nombre d'enfants d'âge scolaire pourrait conduire à un accroissement de la non-scolarisation. Concernant l'insalubrité, on peut par exemple parler des écoles primaires à Saint-Denis, Saint-Benoît ou encore Saint-Louis à La Réunion, qui ont été infestées par des rats durant l'année 2017-2018. Au regard du vecteur d'infection important représenté par les rats et leur déjection, il paraît urgent d'entretenir les établissements de façon à éviter de mettre en danger les élèves qui fréquentent ces classes. Et il nous semble également que c'est une nécessité dans la construction et les constructions à venir de tenir compte de l'environnement et du climat de ces territoires qu'il faut mettre beaucoup plus en avant dans les projets qui sont en cours. Voilà pourquoi nous proposons cette expérimentation. Le 661, Madame Obono. Oui, alors il s'agit d'un amendement proposant de mettre en place un plan d'accès à Internet à destination des élèves. C'est un moyen, de notre point de vue, de lutter contre la fracture numérique. Les élèves ne sont effectivement pas égaux devant Internet, et malgré l'importance croissante que lui accorde et lui donne l'institution, tous et toutes ne peuvent pas y accéder aisément hors des établissements. Il est devenu extrêmement courant, pourtant, qu'Internet soit un support du cahier de texte et des échanges entre équipes enseignantes et familles. De plus en plus de travaux ne peuvent être réalisés dans de bonnes conditions sans un accès rapide et fréquent à Internet. Et les difficultés financières que rencontrent beaucoup de familles ne le permettent pas à beaucoup d'enfants. S'il est vrai que l'école doit être gratuite, il faut aussi admettre que désormais l'accès à Internet est un droit qui doit être garanti. Voilà pourquoi nous proposons ce plan à mettre en œuvre par le gouvernement. Je vais le défendre. Il s'agit d'un amendement pour supprimer l'alinéa 14. Même si nous sommes favorables à une évaluation impartiale de la qualité de l'enseignement délivré par les établissements scolaires, nous pensons que la présence de représentants et représentants du ministère chargé de l'éducation au sein du conseil d'évaluation de l'école n'est ni nécessaire ni souhaitable, étant donné qu'il est déjà prévu la présence de 6 personnalités nommées par ce même ministre. Donc le maintien de l'alinéa 14 du présent article entraînerait une surreprésentation de l'exécutif dans le conseil d'évaluation de l'école. La mainmise du pouvoir qui résulterait de cette disposition poserait de véritables problèmes d'indépendance au sein de ce conseil que nous ne souhaitons pas voir devenir un organe à la fois juge et partie. Voilà pourquoi nous demandons la suppression de cet alinéa. Le 425, Madame Obono. Je vais le défendre, merci. Le CNESCO est aujourd'hui en charge d'évaluer l'organisation et les résultats de l'enseignement scolaire en toute indépendance. Il produit de la réflexion dans de nombreux domaines comme l'enseignement professionnel, la mixité sociale, le décrochage ou le redoublement. Nous redoutons la mainmise du ministère sur ce CNESCO qui pourra nommer à un organe de contrôle de l'action du ministère des personnes qui lui seront soumises hiérarchiquement. Aucun représentant des lycéens et lycéennes, des parents d'élèves n'y figure, alors qu'ils sont l'objet même de ces politiques. Nous pensons donc logique qu'une ou un élu du CNVL élu par ses pairs puisse siéger au conseil d'évaluation de l'école et qu'il doit en être de même pour des représentants des parents d'élèves. Il faut écouter et prendre en compte leur avis et leurs expériences afin d'éviter des dérives que laisse envisager, de notre point de vue, la nouvelle composition du conseil d'évaluation de l'école. Oui, merci Monsieur le Président. Alors cet amendement vise à intégrer un ou une élue lycéenne au sein du Conseil supérieur des programmes, seul organe consultatif compétent en matière des normes scolaires d'enseignement. Il s'inscrit dans la volonté politique exprimée par la charte des programmes et la création du CSP en 2013. L'ensemble des attributions de ce conseil qui vise à créer des liens logiques entre les enseignements, à accroître la lisibilité des programmes, améliorer l'orientation des jeunes en améliorant l'information, évaluer la qualité et l'efficacité des enseignements, mais aussi concilier les outils numériques et pédagogiques
avec les pédagogies éducatives constituent des enjeux et des enjeux pour les lycéens et lycéennes qui sont au cœur de ces mécanismes et les connaissent mieux que quiconque. Cet amendement a donc pour ambition d'en finir avec des réformes servant uniquement des intérêts court-termistes, et nous voulons intégrer ainsi les personnes qui apprennent au sein même de ces conseils dans un souci de retour d'expérience. C'est un premier pas vers la collégialité, la démocratie de l'institution scolaire et surtout vers une véritable co-construction, essence d'une école de la confiance justement. Oui, rapidement, pour continuer l'argumentation, c'est vrai qu'on en a beaucoup et on va essayer d'aller vite, mais il y en a certains sur lesquels on voudrait quand même revenir. Dans le contexte actuel où tout le monde se rend compte de l'urgence d'une transition écologique et énergétique, nous pensons vraiment que ce type de proposition permettrait à la fois de rendre cette conscience plus large et le plus tôt possible, et aussi de se donner les moyens de former les élèves et les futurs salariés à une compréhension de la logique générale d'une véritable transition écologique. Donc je pense que c'est un amendement positif, y compris, on voit actuellement les mobilisations qu'il y a de la part d'étudiants en Europe et en France aussi sur la question du changement climatique. C'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux, qu'il faut entendre, et intégrer cette dimension-là dans l'enseignement nous semble être une réponse qui est à la hauteur des enjeux et des attentes des élèves qui font acte en ce moment dans les appels à mobilisation, les appels à grève qui se multiplient, d'une conscience citoyenne et d'une conscience écologique qui manque parfois, y compris dans cette Assemblée. Merci. Donc on a vu 172. Madame Obono, Monsieur le Président, merci. Alors, c'est un amendement qui souhaite que les forces de sécurité intérieure ne puissent pénétrer dans l'enceinte d'un établissement scolaire, sauf en cas de besoin lié à l'instruction d'une enquête ou de situations graves et immédiates de mise en danger des élèves et des personnels nécessitant une intervention. Les établissements scolaires sont un lieu d'éducation où est mis en œuvre un règlement intérieur et des procédures disciplinaires en cas de manquement. Une école de la confiance doit donc être un lieu où les élèves sont placés sous la responsabilité du chef d'établissement et de la communauté éducative, et où, en cas de problème disciplinaire, c'est cette communauté qui met en œuvre les procédures de sanctions, de médiation qu'il y a lieu d'avoir. Ainsi, de notre point de vue, les forces de l'ordre n'ont pas vocation à y intervenir de manière récurrente, uniquement de manière exceptionnelle, telle que nous avons formulé l'amendement, pour que ce soit très circonscrit, car si certains et certaines élèves ont commis des actes susceptibles de justifier leur intervention, cela ne doit se faire, de notre point de vue, qu'à la sortie de l'établissement, sauf cas exceptionnel, et que en voulant promouvoir une école dite de la confiance, il nous semble que il faut faire en sorte que l'école soit préservée d'une présence policière et de l'intervention sécuritaire uniquement en cas d'extrême urgence, et que ce soit très clairement circonscrit. Vous le défendez. Vous avez la parole, Madame Obono. Madame Obono, merci Monsieur le Président. Alors il s'agit de la question des médecins scolaires. Et oui, la question des médecins scolaires, il nous semble que c'est une question importante, et donc nous pensons que le gouvernement doit se pencher dessus, d'autant que dans un rapport de 2017, la médiatrice de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur tirait un signal d'alarme concernant le bon accueil des élèves qui nécessite un nombre suffisant de médecins de l'éducation nationale. Elle recommandait notamment de renforcer l'attractivité des fonctions de médecins scolaires, notamment en leur permettant d'intervenir auprès des étudiants et étudiantes en médecine pour présenter leur métier et susciter des vocations. Actuellement, le nombre de médecins scolaires est d'un pour 12 000 élèves, ce qui est largement insuffisant. Dans la même optique, la médiatrice de l'éducation nationale recommandait que la carte des ULIS soit actualisée et permette une réflexion sur les disparités territoriales existant entre les départements. En 2018, la médiatrice a demandé à la DGESCO d'affiner son diagnostic et d'avoir, je cite, une politique volontariste
dans le cadre du dialogue de gestion avec des académies pour assurer une répartition équilibrée des moyens. C'est pourquoi nous pensons qu'il faudrait que le gouvernement remette un rapport sur ce sujet. La question de la médecine et de la santé scolaire est fondamentale, à la fois pour la santé et le bien-être des élèves, mais aussi pour qu'ils acquièrent un certain nombre d'habitudes d'hygiène sanitaire. Et sur le constat de ce qui manque, nous pensons qu'un travail particulier sur ce sujet permettrait de combler les manques et surtout d'adapter la politique nécessaire à ces besoins fondamentaux. Le 568, Madame Bonneau. Oui, merci Monsieur le Président. Alors, cet amendement porte sur la question, l'enjeu du rétablissement du baccalauréat professionnel en 4 ans. Le bac pro, en 3 ans, a été instauré par le ministre Xavier Darcos en 2009. Il se substituait à un cursus en 4 ans, 2 ans, pour parvenir à un premier diplôme, BP ou CAP, puis 2 ans supplémentaires pour obtenir le bac pro. L'argument évoqué à l'époque était la revalorisation de la voie professionnelle en alignant son bac sur une durée de formation identique à celle des voies générales et technologiques. En réalité, l'objectif était purement budgétaire. Les économies en termes de postes d'enseignants furent prodigieuses. Les réductions horaires entre les suppressions de BEP et la réduction des années de la formation ont permis de grappiller un nombre élevé de postes, et ce, dans un contexte de fermeture des lycées professionnels. Mais le bilan éducatif de cette manœuvre budgétaire est très mauvais. Les contenus enseignants ont été affaiblis par cette réduction de la durée de l'enseignement. Le taux d'échec a augmenté car la pression sur les élèves comme sur les enseignants et enseignantes est bien plus importante, sans moyens supplémentaires. La revalorisation de l'enseignement professionnel passe de notre point de vue par le rétablissement du bac pro en 4 ans. Voilà le sujet du rapport que nous demandons au gouvernement de remettre sur ce sujet. Si vous le permettez, je vais faire les deux, le 357 et le 359, puisqu'ils portent sur le même sujet, mais dans des deux domaines distincts. Il s'agit en fait de rendre un rapport consacré à l'étude de l'accessibilité des établissements scolaires pour les élèves, les parents et les personnels en situation de handicap, afin d'envisager les rénovations essentielles à mettre en œuvre dans un plan d'urgence de la rénovation pour l'accessibilité. Et le 359 porte également sur l'accessibilité des bâtiments pour les personnes en situation de handicap, mais là il s'agirait plus largement des bâtiments à usage scolaire et périscolaire, dont les internats et les zones consacrées aux activités périscolaires. Il nous semble qu'en la matière, de manière générale, nous avons un retard extrêmement important. Ça a été relevé et c'est porté par de nombreuses associations de personnes en situation de handicap. Et il y a donc besoin d'accélérer le mouvement, et pour cela, d'avoir un diagnostic au plus près des réalités, des besoins, avec y compris les annonces qui sont faites sur l'allongement de la scolarité des plus jeunes et les investissements qu'il va y avoir en la matière. Il nous semble que ces nouveaux investissements doivent absolument être aux normes d'accessibilité, et pour cela, nous demandons donc qu'il y ait un rapport du gouvernement sur le sujet. 15. Madame Bonneau. Une demande de rapport concernant la lutte contre le décrochage scolaire. Le gouvernement précédent avait mis au point un plan de lutte contre le décrochage scolaire, mais sa mise en œuvre s'est malheureusement limitée à un plan de communication, et nous pensons donc qu'il est nécessaire de mener une étude approfondie sur ce fléau qui touche environ 90 000 jeunes par an. L'action interministérielle mise en place dès 2010 a en effet développé des mesures à visée essentiellement préventive, alors qu'il serait, de notre point de vue, fondamental de concentrer aussi nos efforts sur la rescolarisation des jeunes qui sont en situation d'éloignement par rapport au système scolaire. L'étude des causes individuelles du décrochage permettra, de notre point de vue, de répondre à chacun et chacune des jeunes par une mesure qui pourront le ou la satisfaire et lui redonner confiance dans le système scolaire, qu'il s'agisse d'un enseignement dans une autre filière, à distance, à l'étranger, etc. Et pour tout cela, il y a besoin de travailler et d'analyser de manière précise les causes et les possibilités d'action. Voilà pourquoi nous demandons ce rapport au gouvernement.